On va tout de suite aller du côté de Yaoundé où nous attend déjà Éric Chingé qui, comme vous le savez, est un journaliste. Il a longuement travaillé dans les institutions internationales. Il analyse la vie politique. Et ce soir, le message du président de la République. Éric Chingé, bonsoir. Bonsoir, député. Merci infiniment de cette amitié renouvelée. Une première lecture, une première analyse, que vous inspire ce discours de Paul Biya ce soir? D'abord, permettez-moi de vous souhaiter la bonne année. Merci. Je ne sais pas si je retrouve dans ce discours, n'est-ce pas, cette perspective d'une bonne année. C'est ce qui me manquait le plus. Je m'attendais à un discours qui nous donnait, faisait une espèce de peinture de ce que le Cameroun sera l'année prochaine. On a eu plutôt un discours rétrospectif qui n'a pas été clair sur le programme politique qu'entend mener le président de la République et le gouvernement. Vous savez, en ce moment, chacun doit, j'imagine que on attend qu'on dise que c'était un grand discours. Mais ce pays se trouve une croisée du chemin où il faut être clair sur, n'est-ce pas, les perspectives sur le programme à implémenter. Et je ne suis pas sûr que je suis convaincu qu'avec ce que vient de dire le chef d'État, on va retrouver les Amazoniens qui continuent à nous, n'est-ce pas, déstabiliser en quelque sorte une partie du pays, que ceux-là vont trouver des arguments pour baisser les armes. Éric Chingé, oui. Vous avez pris part. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous avez pris part au grand dialogue national à Yaoundé. Vous avez largement contribué. Vous savez un peu les propositions qui ont été faites dans les coulisses. Vous avez vu les mesures qui ont été arrêtées, celles qui sont implémentées. Vous avez écouté le discours du président ce soir et vous dites que vous n'êtes pas optimiste. Enfin, je m'attendais comme tous les Camerounais à un certain nombre de choses. Je m'attendais à ce qu'on nous dise exactement ce qui allait se passer avec toutes ces recommandations. Je crois que le président de la République et son gouvernement veulent aller de l'avant, veulent ramener la paix dans ce pays. Mais il y a des choses que la population, surtout dans les deux régions, exige. Ce n'est pas des déclarations sur le bilinguisme. Ce n'est pas un rappel, n'est-ce pas, de ce qui a été dit sur les élections. C'est des actions concrètes. On va créer, n'est-ce pas, et le chef d'État a parlé, n'est-ce pas, d'une structure pour les chefs traditionnels. Ça va se faire quand, avec n'est-ce pas, dans quelles conditions. Côté les réclamations de la place qu'occupe l'anglais dans nos institutions, moi je n'ai rien entendu, n'est-ce pas, qui me donne l'impression que les choses vont changer de ce côté-là. Donc, en fait, le président a fait un discours normal. C'était une opportunité manquée, je crois, pour faire un grand discours, pour réunir davantage le peuple, parce que au sein de ce gouvernement, il y a des résistants. Il y a des gens qui résistent encore le vrai changement. Ça, c'est la vérité. Qu'on le dise. Et ceux qui veulent me contredire n'ont qu'à aller demain, sortir et essayer de faire un sondage. Non, c'était le moment de taper sur la table et dire à tout ce monde-là que enough is enough. Absolument. Qu'on va aller de l'avant. Je ne l'ai pas entendu. Éric, et ça, c'est la vérité. Le président, pour les deux dernières grilles d'analyse, a interpellé la diaspora. Davantage de patriotisme, dit-il,
Mais Paul Biya ce soir semble aussi optimiste sur les perspectives économiques. Écoutez, d'abord, je suis entièrement d'accord avec le président de la République. Il est temps que ceux qui cherchent à descendre ce pays, quand même taisent un peu, n'est-ce pas, leur ardeur. Donc, moi aussi, je passerai ce message à la diaspora camerounaise. On a un pays à construire, on a des problèmes dans ce pays. Il y a des choses que chacun de nous doit essayer de poser comme axe. Entièrement d'accord avec le président de la République. Mais, dire que l'économie de ce pays, enfin, je ne sais pas de quel rapport il s'agit. Moi, je suis en contact direct avec les gens de toutes ces institutions. Je ne suis pas sûr qu'on va donner un rapport positif, n'est-ce pas, de l'état de l'économie camerounaise. Je ne sais pas d'où ça sort. Moi, je sors de Douala. J'ai passé les 3 derniers jours à Douala. Rien ne se passe dans les rues de Douala. Hier, on était dans un grand espace où je m'attendais à une grande fête, mais les responsables de cet espace nous disaient non, ils vont fermer aujourd'hui. Je ne veux pas donner le nom de cette structure pour ne pas faire une publicité gratuite, mais c'est un endroit qui devait être ouvert avec beaucoup de fêtes, la lumière, l'alcool, ainsi de suite. Non, ils vont fermer aujourd'hui. L'économie ne tourne pas bien. En tout cas, si ça tourne peut-être pour les gens qui sont en haut, pas pour ceux qui sont en bas. Non, il est temps qu'on regarde la réalité en face et qu'on se dise des choses. Hein? Quelque chose, écoute, le président a fait un discours normal. Un discours normal pour les temps anormaux. Et moi, c'est ça ma petite déception. Et je le dis, ça sort de mon cœur, moi je me sens libre. Merci beaucoup, merci pour cette première réaction à chaud. Certainement qu'avec du recul, on en aura davantage de vous. Merci infiniment Eric et malgré tout, bonne et heureuse année 2020. Bonne et heureuse année Peter, pour toi, pour tout le pays. Je suis sûr que ça ira, le Cameroun ira de l'avant. Je suis sûr. Merci beaucoup. Merci. Évidemment que c'est tout le mal qu'on peut souhaiter au Cameroun, que tout aille pour le mieux. On va certainement écouter également le ministre Grégoire Owona. On va l'écouter tout à l'heure dans cette émission. Il fait partie des panélistes dont on a sollicité la lecture avant peut-être de prendre le débat avec les invités. On va également essayer d'avoir Joshua aussi, le premier vice-président du SDF, qui, comme vous le savez, a été candidat à la dernière élection présidentielle. Mais déjà, on va discuter avec les panélistes sur le plateau. Martin Omazing, Paul Biya vient de s'adresser à la nation. Une première réaction, un sentiment? C'est un discours classique, de mon point de vue classique. Ce qui est clair, c'est qu'on n'attend pas du discours du 31 décembre quelque chose de beaucoup plus détaillé. C'est toujours dans le même style. Bon, il me semble que il a... Martin, oui. Je vous en prie, on a Joshua aussi au téléphone. Joshua aussi, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité. Nous sommes déjà en direct. Vous avez suivi Paul Biya à l'instant. Un mot, un message. Que retiendrez-vous du message du président de la République à la nation? Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, mais je ne l'ai pas suivi. Malheureusement, je suis dans le noir et de toute façon, je n'ai pas pensé qu'il allait me déplacer pour aller vers la lumière pour le suivre. Donc voilà, vous dites... malheureusement pas suivi. Je ne peux malheureusement pas répondre à votre question parce que je ne sais pas ce qu'il a dit et vous savez, on a l'habitude d'un vieux disque rayé, donc ce n'est pas comme si j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose. N'empêche, puisqu'on vous a au téléphone, c'est peut-être l'occasion également de peut-être faire une grille de lecture de cette année 2019 qui s'achève et qui sait peut-être des projections, des perspectives pour l'année 2020, notamment avec cette question de crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a la situation
économique du pays, mais aussi le CHAN 2020, la situation sportive, les rendez-vous qui sont attendus en 2020. Écoutez, je pense que premièrement, la chose la plus grave qui nous arrive aujourd'hui, c'est la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est une catastrophe pour notre pays, pour tous les Camerounais, quel que soit notre bord politique. Jamais notre existence a été aussi menacée, jamais on a eu autant l'impression que cette construction nationale qui est quelque chose qui est malheureusement resté trop longtemps en chantier, pouvait nous échapper si rapidement. Donc c'est une préoccupation de tous les jours. Et c'est quelque chose qui, moi, particulièrement me préoccupe au premier degré, parce que, pas seulement parce que j'ai de la famille, mais surtout parce que, vous savez, mon ADN est le fond de ma pensée, de ce que je crois, c'est-à-dire je suis le Cameroun, c'est-à-dire le Cameroun est en moi et ce pays est dans mon ADN et je suis déchiré quand je vois que ce pays se déchire pour des choses qu'on aurait pu régler de façon politique et je dirais, j'oserais même dire de façon facile. Et qu'on arrive à ce point-là. Donc je suis attristé, je suis vraiment déboussolé, je dirais même, quand je vois que des Camerounais tirent sur des Camerounais parce que les politiques n'ont pas pu régler les problèmes qui se posent. J'espère et j'ose croire que 2019 sera l'année 2020, sera l'année de la résolution de cette crise. Je suis conscient que le gouvernement de Yaoundé, le régime de Yaoundé est dans une incapacité de régler cette crise-là. Et c'est pour cela que nous avons dit en tant que parti politique que nous sommes, nous sommes disposés, parce que cette crise et le Cameroun est au-dessus de nous tous. C'est pour ça que nous sommes disposés à tout faire pour aider ou aller dans le sens d'un règlement de cette crise. Je sais que beaucoup ne veulent pas perdre la face, mais l'heure n'est plus à ne pas perdre la face parce que ce qui arrive au Cameroun aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait même pas imaginé dans des pays qui sont dans une situation de crise perpétuelle depuis l'indépendance. Donc je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse, surtout les politiques, et qu'on se rende compte que ça ne sert absolument à rien d'essayer d'avancer, d'essayer de faire comme si ce qui se passait dans le nord-ouest et le sud-ouest était une petite crise localisée. C'est l'avenir même du Cameroun qui est en jeu. Et j'espère et j'ose croire et je prie que 2020 sera l'année de prise de conscience généralisée et qu'on se mette tous ensemble pour essayer de trouver une solution pérenne à cette crise. Merci. Maintenant, sur la situation économique. La situation économique, vous savez, quand vous avez un régime qui n'arrive pas à régler les problèmes politiques de base, il est très difficile d'imaginer qu'ils arriveraient à régler ce qui est encore plus compliqué, c'est-à-dire la guerre économique. Nous subissons cette guerre économique, que ce soit au niveau monétaire, que ce soit au niveau des échanges internationaux, que ce soit au niveau même interne, c'est-à-dire que le régime qui se phagocyte lui-même avec la corruption endémique, les détournements à une échelle inimaginable. Et donc on ne peut pas attendre d'un régime qui tue ses propres enfants d'être capable de gérer le pays correctement et de créer de la valeur ajoutée, de faire en sorte qu'ils soient des régulateurs pour que l'économie puisse progresser. Donc, encore une fois, nous sommes en présence d'un régime qui est dans l'incapacité de créer de la richesse dans ce pays et nous faisons le constat parce que nos vies ne s'améliorent pas, le travail ne se crée pas. Le pouvoir d'achat n'augmente pas, il diminue pourtant et nous voyons tous les jours comment nos richesses sont bradées aux étrangers
J'étais choqué personnellement par la situation au port de Douala où il y avait un débat national sur deux entités étrangères, alors que 60 ans après l'indépendance, on devrait plutôt penser à mettre sur pied une structure, un champion camerounais capable de gérer tous les ports camerounais et puis ensuite aller conquérir d'autres ports en Afrique et pourquoi pas ailleurs dans le monde. Donc je pense que encore une fois 2020 pour moi devrait être une année de prise de conscience où nous tous, fils et filles de ce pays, nous commençons à réaliser que ce pays nous appartient. Nous ne sommes pas juste là pour un petit séjour agréable. Nous sommes là pour le bâtir, pour le construire, pour laisser quelque chose de durable à nos enfants. Et nous ne devons pas être influencés par l'absence de capacité du régime, mais plutôt de tout faire pour que ce pays, finalement, soit à la hauteur de nos attentes, de nos espoirs. Merci voilà. Infiniment. Et peut-être pour finir, vous m'avez posé la question. J'ose croire que vous attendez une réponse. Pour le CHAN et la CAN, j'ose espérer que 2020 sera l'année de transformation, c'est-à-dire qu'on passe des scandales à répétition à plutôt prendre cette CHAN et cette CAN comme une opportunité, pas pour un régime, pas pour la publicité d'un homme au pouvoir depuis bien trop longtemps, mais pour tous les filles et les fils de ce pays, pour organiser une fête mémorable pour le continent. Le continent le mérite, le continent a beaucoup d'estime pour notre pays, le continent a beaucoup d'estime pour le Cameroun. C'est pas une affaire politique, c'est une affaire de fierté nationale et encore une fois, je pense que au tournant de cette année, c'est-à-dire pour cette année 2020, mon souhait le plus ardent, c'est que nous réalisons que voilà, la CHAN et la CAN sera organisée au Cameroun. L'heure n'est plus sur ce débat-là, est-ce que nous aurions dû postuler ou pas. L'heure n'est plus à se poser des questions. Il y a des choses incompréhensibles qui se sont passées avec les chantiers. L'heure n'est plus aujourd'hui à l'audit de ces chantiers. Aujourd'hui, nous devons accueillir l'Afrique et nous devons être à la hauteur. Et donc, mon souhait le plus profond, c'est que les filles et les fils de ce pays puissent se mettre ensemble, mettre de côté toute idée partisane ou tout ce qui nous divise pour cette fête du football, faire en sorte que l'Afrique soit fière du Cameroun et que les Camerounais se retrouvent ensemble pour offrir une hospitalité exceptionnelle au continent. Donc c'est une note d'espoir que j'ai au tournant de cette année et j'ose croire que vous, au studio, vous serez aussi sur la même lignée. Voilà. Merci infiniment, Monsieur le Président. On vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 à vous et à votre parti, le SDF. Merci. Bonne année. Merci à vous. Alors, on va poursuivre cette émission donc, de décryptage. Vous l'avez entendu, Joshua aussi, qui garde un pessimisme autour, évidemment, après avoir écouté le président de la République et surtout sur la situation sociopolitique. On va d'un moment à l'autre écouter le ministre Grégoire Owona. Il faut peut-être le préciser. Alors, ce qu'on a fait avec Grégoire Owona, parce qu'il est chez nos confrères, je crois, de Canal 2 en ce moment. À l'intermède, on a quand même pu l'enregistrer pour avoir sa première réaction. Et puis, on va écouter donc l'enregistrement audio qu'on a fait juste après le discours avec le secrétaire général du comité central du RDPC. Ministre. Oui, bonsoir, monsieur le député. Vous êtes sur STV. Merci de nous accorder vos premières réactions après ce message à la nation du président de la République. Que retenez-vous de l'adresse de Paul Biya ce soir? D'abord, je me réjouis de la sérénité dans laquelle le président se trouve, de la courtoisie qui le caractérise dans ses propos et du réalisme dont il fait monstre. Je retiens que la situation est sous contrôle, que le président sait bien où nous allons
et que sa vision est restée constante et croissante. D'abord, l'économie qui le préoccupe parce que il faut que les conditions de vie des Camerounais s'améliorent. C'est la préoccupation majeure et je retiens que la situation est véritablement sous contrôle et qu'il invite le peuple camerounais à maintenir le cap. Et en matière de démocratie, on peut se réjouir du rappel des règles qu'il fait. N'empêche justement que Paul Biya a semblé hausser le ton, notamment à l'égard de ceux des Camerounais ou non qui ont pris les armes dans les régions du Nord-Ouest et qui semblent ne pas écouter l'appel à déposer ses armes. Évidemment, parce que je crois que le président a pris assez de recul, il a pris assez de temps pour leur dire « Ok, vous vous êtes peut-être trompés, achetez-vous, revenez pour qu'on construise le pays. » Mais je crois que, comme certains persistent, c'était normal qu'ils puissent relativement hausser le ton, parce que là, il va peut-être passer, comme dirait l'homme de la rue, à la vitesse supérieure, parce que je crois qu'il a tendu la main, il a retendu la main, il a encore tendu la main, et c'est un peu normal qu'il lève le ton, parce que il faut que ce pays retrouve la paix et qu'il reprenne le chemin de sa croissance, de sa construction et de ses avancées dans la modernité. Pour finir, Grégoire Roland, vous dites que 2020, ce sera donc une année, selon le président de la République, une année de continuité sur les axes sociaux, politiques, économiques et sportifs. Je crois il va continuer ce qu'il a commencé et là-dessus, nous ne devons rougir de rien du tout parce que si nous poursuivons, nous devons en sortir très grandis parce que je crois que lorsque vous évoquez le plan sportif, je n'exagère en rien si je dis que lorsque dans un an et demi, les chantiers entrepris dans ce domaine seront terminés, il y a toutes les chances que nous soyons la première ou la deuxième nation en Afrique en termes de très belles infrastructures sportives. Donc on ne peut en être que fier et je crois qu'il faut que nous réunissions nos forces pour que le cap soit maintenu. Grégoire, on a merci et bonne année 2020. Ben, je vous en prie, bonne année à tous vos auditeurs et tous vos téléspectateurs. Je vous remercie de votre invitation. Merci infiniment. Retour donc sur ce plateau. Voilà, après Eric Tchindier, on a écouté Joshua aussi, et puis enfin Grégoire Roona. Tout de suite, on va apprendre. On en était d'ailleurs avec Martin Banzi. Hein. Vous disiez. Non, je disais que c'était un discours classique. Okay. Bon, qui mettait en exergue trois points très importants, à savoir la sécurité, la démocratie et puis l'économie. Bon, à mon avis, je me serais beaucoup plus... ça ne sert plus à rien aujourd'hui de rappeler ce que le président a déjà eu à dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu si, effectivement, au plan économique, la tendance à l'embellir de notre économie sont aujourd'hui des choses plausibles sur lesquelles on doit pouvoir espérer. Bon, ce qu'il faut d'abord dire aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas fonctionner dans l'économie sans avoir les bases, les indicateurs de performance de notre économie. Ce qui est clair, il faut le dire aujourd'hui, c'est que pendant les 3 dernières années, le Cameroun a quand même une croissance économique assez soutenue. Vous savez que l'ensemble de la richesse créée par le pays a progressé de manière régulière. On est parti de 3,5 en 2017, 3,8 en 2018. Là, on attend 4,4 en 2019 et en 2020, on sera à 4,7. Mais seulement, il me semble que cette croissance-là me semble être assez vulnérable sur ceci pour la conjugaison de 2 facteurs. Un, d'abord, vous savez que notre économie est tirée uniquement par l'appréciation des cours du pétrole et que
comme vous le savez bien, ça peut aller aujourd'hui à la hausse, comme ça peut aller demain à la baisse. Donc une économie ne peut jamais, surtout, être assise uniquement sur l'évolution des coûts du pétrole. L'autre facteur, c'est beaucoup plus la crise au nozo, qui aujourd'hui ne permet pas au Cameroun de pouvoir avoir justement son niveau de croissance plus ou moins normal. Vous savez que chaque année, durant les 3 ans, le Cameroun a perdu pratiquement au moins 1 point de croissance. C'est-à-dire que lorsque nous sommes à 4,4 ou 3,8, on devait être à 5,4. Et à 5,4, c'est un niveau de taux de croissance qui peut permettre de juguler le problème du chômage. Parce qu'en réalité, ce qui me dérange aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'il faut parler de démocratie, il faut parler d'élections. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, de la bouche des Camerounais, le mot chômage, qui est le cœur même de la politique économique, c'est-à-dire que si une économie n'arrive pas à régler le problème du chômage, c'est qu'elle est en panne. Je pense que nous avons aujourd'hui un niveau de taux de chômage qui n'est pas normal au Cameroun, et que ce problème est né du fait que les systèmes mis en place pour absorber justement ces travailleurs ne sont pas assez efficaces. Donc, dans un discours comme celui-là, il est clair qu'au plan économique, même si on constate que l'inflation sur le papier est maîtrisée à l'intérieur de la norme de la CEMAC, mais sur le terrain c'est autre chose. Donc en réalité, la fracture sociale aujourd'hui, pour ramener, parce qu'il faut qu'on fasse toujours la corrélation entre les aspects politiques, démocratiques et puis économiques. Parce qu'en réalité, s'il y a des problèmes au NOZO, c'est parce que la fracture sociale n'a fait que augmenter, c'est-à-dire que l'écart de vie entre ceux qui ont plus, et c'est ça le véritable problème. Donc il ne faudrait pas que dans ce type d'analyse que nous fassions la fine bouche de ne pas dire que c'est réellement le problème aujourd'hui. Est-ce que les ressources du pays sont équitablement reparties? Si elles sont reparties, les problèmes du NOZO n'existeraient pas. Pour parler de façon triviale, le manger ensemble. Bien évidemment. Alors, docteur Rita, votre lecture de cette sortie du président de la République, le message à la nation du 31 décembre 2019. Mr. Dipeta, I'm sorry, but I'm going to disappoint you a little bit. For me, that was not a presidential speech. That was what we listened to was a lullaby. That's a soothing song that you sing to get a child to sleep. And for over 35 years, 37 years precisely, Mr. Biya has acquainted Cameroonians with this kind of music. And surprisingly, every time he sings his song, he gets Cameroonian to go to sleep. Now, a presidential speech is expected to provide, make a self-assessment of the past 1 year and provide new policy orientations for the next coming year. So what the president has done is simply painting a very good picture of the past 1 year and not providing any orientations for the future. Now, rather, he has remained true to himself. He has chosen the path of confrontation with the populations of the Northwest and Southwest regions and the diaspora. Now, the president has remained true to himself by opting again for the use of force in resolving the conflict in the Northwest and the Southwest regions. And I want to say here that no army, no military, no matter the level of its sophistication, can ever win an asymmetric war. We are engaged in Cameroon, the military is engaged in an asymmetric warfare, and you don't know who the enemy is, and you cannot win this war. It's not possible. The fact that the Amber Boys have resisted the military for close to 3 years is an indication that they will resist the military for the next 30, 40 years. Now, what I'm going to say here is that the blunders of the government, the Biya regime, is what is going to deliver the state of Ambazonia. They move from one blunder to another, and the state of Ambazonia takes a more concrete form. Now, these young people, it started as maybe a corporatist strike by lawyers and teachers. The government reacted with violence. It moved to another stage.
people asked for a federation. The government made the next blunder. It moved to a secessionist, a separatist movement. They are asking for the state of Ambazonia. The government continues with its blunders. The next thing the government will do is they will deliver the state of Ambazonia. So I would just want to touch on 2 points that the president has made mention of. The first point is the economic situation in Cameroon. He painted a very nice picture of Cameroon. So someone who's not been to Cameroon would think, oh, it looks like paradise. What is more disturbing to me is the fact that Mr. Biya uses statistics, figures from the World Bank as a measure of success. The question he should be asking himself is, how does this economic growth translate into the daily life of common Cameroonians? How has it affected the prosperity of Cameroonians? So we've again seen a president who's completely lost touch with the reality of his country. So Mr. Biya needs to go around the country and see how the populations he has been called for to serve are living their lives in squalor. Whether it's in the northwest, the southwest, the north region, the south, the east, even in his own native Njaya Lobo, people are living in squalor. So this president has lost contact with the reality of his country, and he needs to move around. And this is because he's never taken pains to move around his country to see for himself the lives that his people are living. The second point I want to touch is his confrontation with the diaspora. Yeah. Now, he called on the diaspora to show proof of some patriotism. I mean, this to me, it's a kind of a contradiction, because the same government that is calling on the diaspora to show proof of patriotism has been systematically repatriating Cameroonians or people of Cameroonian origin at the airports here in Douala and in Yaoundé. It happens every week. So you're calling them while at the same time ostracizing them. So you make them not to be Cameroonians. You say they are not Cameroonians. How can you call on foreigners to show proof of patriotism? Now, it is not the diaspora that is contesting for the results of the elections. It is one of his opponents at the elections. And it is normal that in the diaspora, not everyone is a sympathizer or a militant of the MRC party. There are people who do not support Kamto and who are not contesting. So, just as like the people of the MRC are contesting, so do you have supporters of the CPDM who are also in the streets in the diaspora. We have seen people go into the street with machetes, displayed machetes in social media in support of Mr. Biya. He should have courage and show leadership qualities in condemning also what his sympathizers in the diaspora are doing. Merci, Dr. Rita. Alors, Martin Luther. André Luther. Ah, pardon, André Luther. Heureusement que j'ai pas mis le pin. André Luther, votre lecture, première lecture, après on va aller étape par étape pour détailler le discours du chef de l'État. D'abord, je constate que le président Biya est au fait de l'actualité et c'est un discours satisfaisant parce que, comme à l'accoutumée, il s'est toujours appuyé sur les levées essentielles, notamment de l'amélioration des conditions de vie des Camerounais. Le président Biya, à chacun de ses discours, parle du problème de la pauvreté, parce qu'il parle également d'éradiquer la pauvreté. Et je tiens à rappeler que, nettement, vous allez constater dans le système du marché de l'emploi camerounais, vous allez constater que l'État emploie beaucoup les Camerounais. Parce que nous sommes en phase de recrutement de 2000 docteurs. Le chef de l'État avait recruté 25 000 jeunes Camerounais. Et il y a des recrutements directs. Non, je ne vais pas vous couper puisqu'on va revenir dans le débat, mais 2000 docteurs dans les conditions que l'on sait. Ben, on y revient, c'est encore le décryptage. Je vous laisse décrypter. C'est important de donner ces éléments parce que j'ai eu un certain nombre de leaders politiques qui ont donné une note assez triste de ce qui se passe. Donc, vous allez constater que le gouvernement camerounais a une préoccupation essentielle
par rapport, n'est-ce pas, au problème du chômage. Et je tiens à rappeler que, contrairement à d'autres États, qui sont des États ultralibéralistes, vous allez constater que le Cameroun apporte également une note spéciale à ceux qui sont dans l'entrepreneuriat. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans les universités, il y a déjà des fonds pour l'entrepreneuriat, pour les jeunes. Il y a le fonds triennal jeune et plusieurs fonds qui permettent à ce que ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'auto-emploi, puissent avoir un certain nombre de facilités qui leur permettent, n'est-ce pas, de créer des entreprises. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle que pour créer une entreprise aujourd'hui, il y a des modalités de facilité et notamment avec 100 000 francs, on peut créer une entreprise. Le président Paul Biya a donné une note d'espoir sur l'amélioration de la croissance et il a donné l'hypothèse que le budget qui est en train d'être validé aujourd'hui pour l'année 2020 peut nous permettre d'arriver, n'est-ce pas, à un taux de croissance de 4%. Il a également souligné la soutenabilité de la dette qui, je crois, si mes chiffres sont exacts, est à 37% du PIB et il a démontré également que l'inflation est maîtrisée. Donc, je crois que c'est une note d'espoir pour un président qui maîtrise, j'allais dire, les données et qui sait effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment par le gouvernement et par le Camerounais. Et ce que j'ai retenu également, c'est que le président Paul Biya a été satisfait de l'organisation du Grand Dialogue. Ce Grand Dialogue-là qui a enfanté un certain nombre de très belles choses, notamment le statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où il y aura déjà une dotation assez spéciale de ce côté, où le Conseil des chefs traditionnels va revenir sur la sellette et où également il y aura un médiateur spécial par rapport à cette zone-là, vu, n'est-ce pas, ces spécificités. Et le président Paul Biya parlait également de l'utilisation des deux langues, l'anglais et le français, d'égale valeur dans les institutions. Donc pour moi, je suis hautement satisfait de ce discours qui a également démontré que le président Biya, qui est le père de l'avènement de la démocratie, dit que il n'est pas étonné du fait que l'implémentation de la démocratie a des petits problèmes vis-à-vis des Camerounais. Il a également appelé les Camerounais à un patriotisme, notamment ceux qui sont d'origine camerounaise, de pouvoir respecter les institutions. Mais il a également tensé ces médias qui veulent absolument falsifier la vérité des élections. Et je crois qu'il a été important qu'ils le disent parce que quelles que soient les disparités politiques, quelles que soient, n'est-ce pas, les disparités de convergence idéologique, il est clair que lorsque le peuple camerounais a choisi son représentant, nul ne peut dire le contraire. Donc, pour moi, je suis satisfait du discours du chef de l'État qui nous démontre encore qu'il a la maîtrise de la situation et que le Cameroun a un véritable leader qui maîtrise, n'est-ce pas, tous les leviers de développement et tous les leviers de la République. Pépin Bikaï. Nous, à la suite de mes co-panélistes, je dirais un discours un peu nuancé. La première nuance vient du fait qu'il a été rétrospectif, Eric l'a rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire il est parti du bilan du discours l'année passée qui était axé sur 3 aspects. Il a bien remarqué et relevé lui-même le volet sécuritaire, l'amélioration des conditions de vie des populations et bien évidemment le progrès social. Et en se projetant, parce que le président a pris le temps de poser une question auquel lui-même il a apporté des réponses, à savoir qu'est-ce qui nous a manqué pour y arriver. Et il a interrogé les contraintes internationales dans cette perspective du fait qu'on n'a pas été capable de réduire au maximum la pauvreté, parce que ça reste toujours le ventre mou de la politique sociale et économique du président de la République. Mais également, j'ai écouté un homme avec un ton assez martial, notamment dans le cadre de la crise anglophone. Je tiens à rappeler que le discours de l'an dernier a également été martial sur cet aspect sécuritaire, lorsqu'il a demandé aux fauteuils de troupes, les entrepreneurs de guerre, c'est l'expression qu'il avait utilisée dans ce discours-là, de déposer les armes. Dans le cas contraire, l'armée devait s'occuper de pacifier cette zone-là. Mais on a observé ce qui s'est passé cette année. Le président n'a pas intimé cet ordre. Il a beaucoup plus préconisé les voies du dialogue. Mais il a encore émis cette menace lors de ses discours-ci. On espère que pour une autre fois,
il va une fois de plus préconiser le dialogue. Parce que, quel qu'en soit le cas, cette guerre ne peut être gagnée par aucune armée. La seule armée qui peut gagner cette guerre, c'est l'armée camerounaise, c'est-à-dire la population. Et il est grand temps que nous revenons au dialogue pour qu'on puisse retrouver les perspectives dans cet environnement-là. Maintenant, je regrette un peu que le président n'a pas un peu épilogué sur les emplois. André essayait d'évoquer les emplois créés, notamment les recrutements dans les fonctions publiques. Et M. Ongba l'a rappelé, l'État n'a pas pour vocation de créer des emplois. Ça veut dire que quoi? On était parti sur une perspective d'à peu près 620 000 emplois créés avant les troubles du nord-ouest sud-ouest. Ces emplois ont été déstructurés aujourd'hui. Ça veut dire que le premier employé qui était à CDC fonctionne peut-être au un tiers de son optimum. La Sonara, qui a subi un incendie, est presque paralysée parce qu'elle a brûlé aux 2 tiers. C'était des sources potentielles de création d'emplois. Mais le problème majeur qui reste au Cameroun, et là le président notamment l'a dit parce qu'on ne parvient pas à faire reculer la pauvreté, c'est les emplois. Il faudra qu'on trouve des perspectives réelles, palpables, pour qu'on puisse créer des emplois. Et les domaines sont là. Nous restons un pays au moins à 85% agricole. Il faudrait que nous investissions massivement dans l'agro-industrie. Et là, je profite de cette tribune-ci pour évoquer un peu la proposition de Libye, de M. Libye, lors de la présidentielle de 2018, où il préconisait justement axer la création d'emplois au Cameroun sur le modèle des fermes agro-industrielles en Afrique australe, c'est-à-dire doter chaque région, arrondissement d'un complexe agro-industriel potentiellement créatrice d'emplois locaux, ce qui va éviter forcément l'immigration à travers le pays. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de la crise sécuritaire qu'on constate, où les populations du nord et sud-ouest se sont repliées là dans les zones sécures, notamment Douala et le Mungo, on constate également cette asphyxie de la ville de Douala qui ne peut pas absorber tous ceux qui sont demandeurs de cet emploi-là. Et c'est le constat, Eric le disait tout à l'heure, on a comme l'impression dans la ville de Douala que rien ne bouge. Ajouter à ça cette paralysie qui est liée à cette situation un peu floue du port autonome de Douala, qui aussi est une source de revenus permanents d'argent. Donc il faudrait que le président un peu n'a pas mis l'accent sur cet aspect d'emploi, pour ma part, qui est un élément névralgique de notre économie et de notre vivre ensemble et de la stabilité du Cameroun. Alors, je voudrais qu'on schématise un peu, mais on dit en anglais step by step, étape par étape, hein, le discours du président. Et de façon arbitraire, je vais certainement choisir l'un des événements majeurs, hein, les plus importants, ces crises dans le nord-ouest et le sud-ouest, qui depuis 2016 quand même est plus qu'un caillou dans la chaussure du Cameroun. Je voudrais reprendre un morceau choisi du discours du président et on va ensemble essayer de le décrypter. Et je le cite: c'est sans doute pour le moment l'un des problèmes les plus urgents. L'activité criminelle des groupes armés continue de perturber la vie politique, économique et sociale. Alors, plus loin, Paul Biya semble lever le ton. Pour ceux qui s'obstinent à demeurer dans la mauvaise foi et qui continuent à avoir recours à la violence, nous n'aurons pas d'autre choix que de les combattre pour protéger tous nos citoyens. Nos forces de défense et de sécurité feront une fois de plus leur devoir sans mesure, mais sans faiblesse, avec mesure, mais sans faiblesse. Je veux ici les assurer de mon total soutien et de ma haute considération. Pour dire que cette crise, on a toujours le sentiment d'un dialogue de sourds. Paul Biya a dit avoir, selon lui, donné le maximum à travers le grand dialogue national et les propositions qui en sont sorties, dont on sait notamment qu'il y a celle du statut spécial et la décentralisation pour les autres parties du pays, statut spécial avec un certain nombre de structures nouvellement créées à l'issue de l'Assemblée, de la session extraordinaire du Parlement. Vous dites qu'on n'est pas prêt véritablement de marquer un pas vers l'apaisement dans cette crise, d'autant plus qu'on sait que ceux qui ont pris les armes ont rejeté cette solution proposée par le gouvernement André Luther Meka. Non, beaucoup voyaient, n'est-ce pas, seulement le grand dialogue,
mais je pense que le gouvernement a fait tout le nécessaire. Moi, je vais aller plus loin. Lorsque la crise commence, je crois qu'il y a eu des délégations à Bamenda pour causer avec le consortium. Parce qu'à l'époque, c'était le consortium. Et il y a eu un certain nombre, n'est-ce pas, de demandes qui ont été données à l'État. Ces demandes participaient effectivement d'un certain nombre, n'est-ce pas, de propositions qui ont été tout à fait réglées. On a demandé qu'on puisse, n'est-ce pas, pouvoir permettre au système judiciaire de fonctionner avec le common law. Je crois que cela a été fait. On a ouvert une instance de common law à la Cour suprême et à l'ENAM. On avait demandé qu'il faudrait que les enseignants qui puissent éduquer les enfants d'expression anglaise puissent être eux-mêmes d'expression anglaise. Le chef de l'État, de façon spéciale, a ouvert 1000 postes, je dis bien 1000 postes, pour les enseignants d'expression anglaise. Je pense que lorsque nous avons vu le cours, n'est-ce pas, de la crise anglophone, il y a eu beaucoup de concessions qui ont été données par rapport, n'est-ce pas, à cette crise. Et l'une des conceptions majeures, c'est aussi le comité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, qui avait un organigramme clair, c'est-à-dire que ceux qui sont dans la bataille, qui sont dans le champ de bataille, qui sont ambazoniens et qui vont déposer les armes, peuvent, n'est-ce pas, le faire auprès des autorités religieuses, administratives, et ils vont bénéficier de la réinsertion. Peut-être quand on dit réinsertion, cela a l'air d'un mot simple, mais c'est un mot extrêmement chargé. Vous faites bien de rappeler toutes ces mesures, mais manifestement, en face, il semble être non satisfait. On ne peut pas le dire de façon péremptoire. On ne peut pas le dire de façon péremptoire parce que lorsque j'écoute ceux qui sont proches du dossier ou ceux même qui sont des éminences dans la région, la situation s'améliore. La situation s'améliore bien qu'on dénombre quelques poches de résistance qui sont, n'est-ce pas, déjà taxés de brigandage. Parce qu'effectivement, d'ailleurs, j'ai suivi avec intérêt son éminence le cardinal Toumi hier, qui disait que la plupart sont devenus des bandits parce qu'on ne peut pas avoir une idéologie de sécession. On ne peut pas avoir une idéologie de partition dans la tuerie, dans le kidnapping, dans le vol. Cela semble tout à fait bizarre et semble démontrer qu'il ne s'agit plus de la partition, mais il s'agit tout simplement d'une organisation tout à fait, j'allais dire, qui n'est pas responsable. Donc, je crois qu'il y a eu une panoplie, une avalanche de mesures qui devait normalement permettre à ce que la situation puisse s'appesantir. Parce que tout ce qu'ils ont demandé au gouvernement, que ce soit le système, le sous-système éducatif anglophone, la particularité hier, que ce soit la common law, la particularité hier, ils ont demandé le retour du conseil des chefs traditionnels, on a concédé cela. Je crois qu'il est important aujourd'hui que ceux qui ont entrepris cette initiative de chaos puissent tout simplement déposer les armes. Et le président Biya dans le discours, il dit que il y a eu tellement d'appels à déposer les armes et il y a des perspectives de réinsertion. On ne peut pas comprendre que jusqu'aujourd'hui soit entêté. Cela veut dire que l'État doit assurer la sécurpuis des personnes et des biens. Et bien, sur ce parallèle entre les solutions apportées par le gouvernement et, j'ai failli dire, ce sentiment que de l'autre côté, on reste inaudible, insensible. Oui, parce que là, il faut interroger un peu l'anthropologie de cette situation d'instabilité dans le nord ou au sud-ouest. Il faut relever que la situation est devenue de telle sorte que l'armée camerounaise qui a été déployée n'est pas en guerre contre les sécessionnistes, si on peut utiliser cette expression-là. L'armée fait la police. Parce qu'aucune armée conventionnelle ne pourra aller en guerre contre son peuple. Mais de l'autre côté, ces jeunes ont brillé par des actes qui ont marqué les esprits. On se souvient également du kidnapping de Florence Ayafor et de sa tête. Elle a d'abord été violée. Les images ont circulé à Mondovision et puis elle a été dépecée. Sa tête a été et son corps ont été balancés. Donc ce sont des images
qui ont eu un effet psychologique sur plus d'un Camerounais, y compris dans la zone anglophone. Et face à cela, on a donc compris que ces gens-là, du moins ceux qui ont pris les armes, étaient dans une entreprise de guerre qui devrait les rapporter de l'argent. Parce que les kidnappings se font aujourd'hui sous le prisme de l'appartenance socio-professionnelle des uns et des autres. C'est-à-dire que les gars sont en contact certainement avec les familles à l'étranger. Lorsque on a pu kidnapper, on kidnappe un ressortissant nord-ouest, il est directement en contact avec ces familles-là. Donc nous sommes dans une situation de guérilla, presque de guérilla urbaine, dans une guerre asymétrique. Et juste vous avez regardé le rapport de Human Rights en mai 2019, justement, qui revenait sur des groupes armés qui sillonnent cette région du nord-ouest et qui, forcément, n'ont pas des camps installés de manière ponctuelle. C'est-à-dire les gars, ils se déplacent tout le long d'un itinéraire qui est difficile d'accès et qui perturbe un peu tous les mécanismes de repérage de l'armée camerounaise qui, il faut le dire, il faut le rappeler, fait de la police. Et là, une fois de plus, c'est la deuxième fois en 2 ans, lors d'un discours de fin d'année, que le président rappelle ce dispositif-là. Il demande une fois de plus à ses enfants de déposer des armes et de revenir au dialogue. Et dans le cas contraire, l'armée sera obligée d'utiliser tous les moyens nécessaires à sa disposition pour ramener l'ordre dans cet espace-là. Il faut dire que la première victime de cette instabilité, comme disait le président tout à l'heure, c'est la population du nord-ouest sud-ouest. Parce que tout à l'heure, on a parlé de l'économie camerounaise qui est basée au moins à 85% sur l'agriculture. La plus grande productivité du Cameroun en termes de produits agricoles vient de cette zone-là. Et aujourd'hui, cette zone-là ne peut plus être capable de satisfaire les besoins des marchés locaux et même des marchés transfrontaliers. Ça veut dire qu'il y a toute une économie rurale qui a été déstructurée à cause de cette instabilité. Donc il est prioritaire, et comme le président l'a rappelé dans son discours, de le marteler, d'y mettre tous les moyens nécessaires pour que cette zone soit pacifiée et que la place revienne au dialogue. Les concessions, comme André Duterre l'a dit tout à l'heure, peut-être sont insuffisantes. La création d'un statut spécial pour le Nord-Ouest, la création d'un conseil de chefs traditionnels, c'est-à-dire ça, on revient sur l'agenda de 1961 qui fondait la fédération. Et puis, il y a aussi une assemblée législative qui a été mise. Peut-être, le statut spécial ne correspond pas aux aspirations des fils et des filles du Nord et du Sud-Ouest. Peut-être l'expression qui peut les réunifier, les fédérer, c'est l'expression fédération. Pourquoi pas? Toutes les voies sont possibles, mais revenons à la table. Et on ne peut pas discuter si les armes crépitent. Ça, c'est le maître mot. Il ne peut pas avoir une situation sécuritaire stable tant que les armes crépitent. Il ne peut pas avoir une avancée dans le dialogue tant que les armes sont en train de crépiter. Donc, si une fois de plus le président estime qu'il a épuisé tous les voies de recours pour faire ramener la paix dans cette zone-là, il est probable que la force de sécurité essaie de pénétrer cette zone et de pacifier la zone afin que les vrais républicains s'asseyent et discutent. Quels qu'en soient les cas, dans une discussion, si on obtient 25% de ce qu'on a réclamé, c'est déjà beaucoup. On peut aller à 50%, on peut aller à 75%. Tout est fonction de la méthode qu'on met sur la table. Aujourd'hui, nous pensons que le dialogue est la chose la plus recommandée pour que le Cameroun retrouve la paix. Martin Banzing, sur la question spécifique des régions nord-ouest, sud-ouest et cette crise. Non, je pense que, sauf à vouloir éternellement tourner en rond, il y a eu des étapes qui ont précédé cette date d'aujourd'hui, à savoir que, à mon avis, l'on dit souvent un tien vaut mieux que 2 tu auras. Je crois que il y a eu des avancées de la bouche même du cardinal Toumi qui allait sur le terrain, mais il me semble que 2020 pourrait peut-être être plus apaisé que 2019. C'est le souhait que l'on souhaite pour le Cameroun, parce qu'en réalité, il faut le dire, au jour d'aujourd'hui, c'est pratiquement près de 6 000 emplois qui ont été perdus. Les gens ont fui, ils sont allés à gauche, à droite, et que même à travers tout ce qui a été pris comme décision sur la décentralisation, tout ça spécial, ça ne peut être vivant que si les populations sont à l'intérieur de cette zone. Donc moi je pense que
à un moment donné, il faut savoir prendre ce qu'il y a. Et que progressivement, justement, comme te disait Meka, on peut éventuellement arriver plus tard à cela, mais le Cameroun n'est pas le seul pays aujourd'hui qui vit une situation comme celle-là. Simplement, il est difficile aussi d'ignorer que dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, il me semble-t-il que les choses ne sont pas aussi simples que cela. Parce qu'en réalité, j'ai l'impression parfois que lorsque on parle de cette histoire, on a l'impression que si on vous met là demain matin, vous trouvez une solution. Alors que tout le monde sait que tout ça part de l'après-guerre, les accords qu'il y a eu entre les pays, les grandes puissances qui sont venues au Cameroun. On sait les attachements et les accords qu'il y a derrière. Donc ce n'est pas aussi facile que ça. Donc moi je pense que le président a parlé aujourd'hui, il a réitéré sa position, à savoir que toutes les voies du dialogue ont été entamées. Il faut maintenant que les acteurs d'aujourd'hui, on ne peut pas éradiquer ce qu'ils ne veulent pas. Mais je pense quand même que s'il y a une majorité de ces populations qui veulent vivre normalement, ça pourra permettre un 2020 qui est mieux et qui va permettre justement à l'économie de repartir. Parce que n'oublions pas tout cela, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de comment faire pour que dans cette zone-là, l'économie reprenne. Donc, sur cette question spécifique du nord-ouest, sud-ouest, j'ai envie de vous demander, parce que vous avez longuement développé là-dessus dans votre première prise de parole, que faut-il encore faire? First of all, let me say, it's so beautiful to sit in your comfort zones in Douala, in Yaoundé or wherever, and try to describe the situation in the northwest and the southwest region without making the experience of the people living on the ground. I came from the southwest 2 days ago, I think I told you. I was in the southwest and I'll be going again to the southwest. So, accusing the people of the southwest and saying, well, they've been given a special status. What is special in that status? You're talking about the English system of education. It has always been there. You're talking about the judicial system. It has always been there. The problem is your government tried to contaminate the system and the people resisted. So there is nothing new there. Nothing new has been created. I love the ambiguity of the statements made by Mr. Meka when he said the government has done this, the government created the common law section at the NAM, at the Supreme Court. That's fine. The problem here is the intransigence of your government. It's the intransigence of the CPDM regime. When people are asking for something, the first reaction of your government is always to try to use force to try to subdue these people into submission. And it simply hasn't worked. And your government has never learned a lesson. All these measures you talked of were taken after the people of the Northwest and Southwest regions had started already asking for secession. When people stood up, when lawyers stood up, to ask for a reform of the legal system, the educational system, the government reacted violently. You talked about negotiations taking place with the consortium. Just at the peak of the negotiations, Barrister Bobala and the rest were arrested, and the government created a vacuum that was immediately occupied by the secessionists. So it is absolutely wrong for one party in a conflict to ask the other party to drop its weapons. Sorry, we should begin first of all by asking ourselves, how did we get there? Where did we go wrong that citizens of the country took up arms against their own government? That should be our starting point. Where did we go wrong? And as soon as people, part of a country, takes up arms against their own government, the message they are sending is, we do not recognize the authority of the government again. We reject the legitimacy of the government. And so we have two parties in conflict. The government, Mr. Biya, cannot sit in the comfort of his Etudi palace and ask the Amba boys to lay down their arms. No, he needs to negotiate with the leaders of the Ambazonian movement. And it is upon an agreement
with the Ambazonian leaders that they will in turn ask their Amber boys to drop down arms, to lay down their arms, whereas the government on its part will also ask the military to lay down the arms. I think we still have police and the gendarmes in this country. That's the role of the army is not to fight against its own people. It is to protect the people. Whatever measures Mr. Biya has put in place, the first thing he should start by doing. Ce point, le gouvernement a beau rôle de dire que l'armée ne combat pas les populations, mais plutôt ceux qui ont pris les armes. Mr. Dipita, this is a fallacy. The reality on the ground is different. The army, in their frustration, end up shooting widely, killing innocent people. Most of the people who have died in this conflict, Mr. Meka, you should have, when you come to a debate, you should. En train de dire délibérément. Yeah, Mr. Meka, I am asking you. I had the patience to listen to you. I'm asking you now to listen to me. You had your time, and I did not interrupt you. Most of the people who have died in this conflict are not the Amber boys. These are innocent people. Villages have been burnt down by the army. I say it, and there are proofs for that. I'm saying it on television, and Mr. Meka, you can bring contrary arguments to that. The army has burned down villages in the northwest and the southwest, and you cannot come with a special status and tell them we've created this, we've created that. So you created this. Where do they live? The government should begin by rebuilding the villages that have been burnt down, because these people need to have homes. For children to be able to go to schools, they need to have homes in which they can live. Quelle responsabilité attribuez-vous à ces autres Camerounais qui ont pris les armes? Well, I am not. Et qui taillent les têtes de leurs compatriotes. Yeah, nobody. Du même village. Nobody. Les gendarmes. Nobody. Les policiers. Not me. When we say people are dying, I'm not just talking about the population. I'm talking also about members of the defense forces. These are all Cameroonians. There is no reason whatsoever why any Cameroonian should pick up a gun and kill another Cameroonian. A situation has been created, and we have to find means to get out of this situation. But first, we have to think about the innocent victims, the population. People are still living in the bushes, and it is the responsibility of the government to ensure that these people have homes. We have a branch of the army, what you call the Génie Militaire. The government can use this Génie Militaire to rebuild some of these villages. This will have a double impact. The first impact is it will rebuild the lost trust between the army and the population. An army cannot be effective if it hasn't got the support of the population. Like you say in French, la population reste une source clé pour l'armée. Alors, on va ressortir par là. On a fait également le tour de la question économique. Chacun dit ce qu'il en pense. Mais je vais peut-être prendre votre dernier mot là-dessus. Notre croissance a repris. L'inflation est maîtrisée. Les déficits budgétaires et extérieurs sont contenus. Notre dette publique reste soutenable. Dans les faits, c'est la vérité. C'est la vérité des chiffres qu'on ne peut contester aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est clair que le rythme pour moi aujourd'hui, notre croissance elle est molle. La croissance du Cameroun est molle parce qu'elle est justement exposée à l'évolution des cours des matières premières et puis à la non-activité de la activité dans le nozo. Il faut dire ici que nous ne pouvons pas aujourd'hui être satisfaits de cette croissance-là parce qu'elle ne peut pas justement apporter l'effet immédiat dynamique que nous souhaitons avoir en ce qui concerne la création d'emplois et la réduction de la pauvreté dans notre pays. Nous avons un rythme de croissance démographique de l'ordre de 2% par an dans la zone au Cameroun en particulier. Et vous voyez que dans tous les... Pardon 2,3. Oui, 2,3. Donc ça veut dire qu'en réalité, dans les tests économétriques qui sont faits partout ailleurs, on sait que pour que cette croissance soit forte, pour que ça puisse générer des emplois, réduire la pauvreté, créer des emplois, il faut qu'elle soit au moins à 3 fois le taux de croissance démographique. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le Cameroun s'en sortirait si jamais son taux de croissance s'établirait à environ 7 à 9%. Ce qui est totalement aujourd'hui impossible. Parce que quoi? Nous avons malheureusement loupé tous les effets positifs
de la période où le Cameroun avait des devises. Vous savez, moi j'étais très surpris quand même de ne pas voir dans le discours du président la fameuse question de la monnaie. Aucun pays au monde ne s'est développé avec une monnaie faible. Je vous dis et je vous répète aujourd'hui que l'histoire du franc CFA arrimé sur l'euro n'a aucun sens intrinsèquement parlant économiquement. C'est-à-dire que l'euro aujourd'hui n'est pas une monnaie de référence, vous le savez. Alors, si d'aventure nous sommes arrivés à l'euro, c'est que nous sommes déjà arrivés à une monnaie qui est faible. La monnaie aujourd'hui sur laquelle chaque État devrait aller de façon libre, c'est le dollar. Peut-être demain, ce sera le yuan. Vous savez que les Japonais ont essayé, mais n'ont pas réussi. Non, les questions, pour moi, monétaires sont d'une importance capitale. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. Et au niveau des déficits, vous savez très bien que notre croissance est soutenue uniquement par la consommation des Camerounais, plus l'investissement. Et c'est à travers cela qu'il faut quand même comprendre, pour ceux qui ne le savent pas, que même si la plupart des travaux concernant la CHAN, la CAN et la CHAN n'ont pas été faits au Cameroun, ça a quand même permis de maintenir un certain niveau de croissance que nous avons aujourd'hui, en compensation de ce que nous perdons depuis 3 ans au niveau du NOSO. Donc, ce n'est peut-être pas quelque chose qui devait faire un boom au niveau de l'emploi, mais le fait d'avoir engagé ces grands travaux a permis quand même de maintenir cette croissance-là. Pourquoi elle est aussi vulnérable? Parce qu'à la vérité, nous n'avons pas encore gagné la bataille de l'énergie. Vous savez très bien qu'une économie ne peut pas se développer si elle n'a pas une énergie conséquente. Là, le Cameroun actuellement est dans un projet où elle doit produire 1300 mégas. Ce n'est pas encore fait. Vous savez très bien que ce que nous vivons aujourd'hui, le président Joshua vient de nous dire qu'il ne peut pas, il n'a pas suivi le discours parce qu'il n'avait pas de point chez lui. Donc ça, c'est un défi pour aussi. Donc j'aurais voulu justement que le président se prononce. Donc moi, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que la situation telle qu'elle est aujourd'hui me semble plus apaisée qu'hier. C'est-à-dire que, quoi qu'on le dise aujourd'hui, après le grand dialogue, les choses ont évolué. Pas peut-être à un rythme souhaité, mais qu'on implémente d'abord ce qui a été décidé pour qu'on voit quels sont les résultats au bout de 6 mois ou 9 mois. Mais quelque chose me laisse penser que si jamais on parvient à mettre en place dans le rythme normal ce qui a été décidé, après le grand dialogue et après l'Assemblée, je pense que nous pouvons logiquement aller vers un taux de croissance de 4,5, 4 à 5%. Maintenant, pourquoi ce taux de croissance-là ne se fait pas ressentir dans l'emploi? C'est parce que nous n'avons pas aujourd'hui la capacité, les moyens, les devises pour pouvoir acheter les machines. Parce que pour être industrialisé, il faut absolument acheter les machines. On ne le sait pas au Cameroun. Donc, le véritable problème, c'est que lorsque le NOSO reprend, le NOSO a un panier en termes de devises parce que la plupart des matières qu'elles produisent se vendent à l'étranger. Donc, si ça repart là-bas, je puis penser que notre économie se porterait mieux pour 2020. Je vous relance sur les questions démocratiques, donc politiques, Paul bien en a parlé. Ce complément essentiel de notre système démocratique est en marche dans ses différentes composantes, éducation, santé, emploi, etc. Mais Paul bien a surtout fait comme coup de gueule, hein, pour dire que ce ne sont pas les médias, il les a cités, presse écrite, radio, les médias sociaux, qui vont imposer un résultat de l'élection, donc qui vont rythmer la vie politique, pour dire qu'en réalité, l'élection présidentielle est derrière nous et qui sait peut-être les municipales et législatives sont en février, le 9 février 2020. Non, là c'est la raison pour laquelle j'ai estimé aussi que le président c'était un coup de gueule, un tort martial pour trancher d'un problème social lié à la crise post-électorale de 2018. Mais il faut également relever que cette crise post-électorale de 2018 est partie justement par le fait de la bipolarisation de l'espace sociopolitique camerounais, occupé par d'un côté le MRC, de l'autre le RDPC, noyant forcément les autres forces alternatives, les autres voies. C'est-à-dire qu'à un certain moment, depuis la fin de l'élection le 7 octobre 2018, il n'y avait que 2 partis qui avaient pignon sur rue à s'exprimer sur l'espace public et même dans les médias classiques. Ça peut être un construit, ou alors ça peut être un aveu de faiblesse lorsque forcément on arrive à une situation d'incompréhension. Dites-vous dans l'histoire de l'évolution du monde que toutes les guerres sont arrivées par la dualité, c'est-à-dire lorsque 2 camps s'opposaient prioritairement. La Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, le génocide autour, ainsi de suite.
Donc il faut à tout prix éviter cette bipolarisation. Moi j'étais de ceux qui le disaient dans les médias. Il faut plusieurs voix. C'est la raison pour laquelle, notamment dans la question du fédéralisme qui a été à l'origine de la sécession dans le nord-ouest et du sud-ouest, d'autres forces publiques sont venues avec d'autres propositions qu'on ne pouvait pas balayer d'un revers de la main. Cabral Bié, par exemple, venait avec le fédéralisme communautaire. C'est-à-dire que ceux qui pensent qu'il faut un État centralisé, ceux qui pensent qu'il faut un État fédéral, ceux qui pensent qu'il faut un État décentralisé, ceux qui pensent qu'il faut un État régional, lui aussi venait avec un État fédéral et communautaire. C'est ça la pluralité d'opinion dans un espace. Mais lorsqu'on a un espace politique où on a deux personnes qui se regardent en chien de faïence, qui utilisent presque les mêmes moyens, qui ont presque les mêmes substances grises, qu'est-ce que vous voulez qu'on arrive? On arrive justement à des situations désastreuses comme celle-là, où c'est même parti de l'analyse entre le RDP et le MRC, ça a touché les communautés Boulou et Bamlekela également, sont les faits. Mais heureusement que le président, parce que également il y a aussi un problème de légitimité, parce que le président a semblé encourager les comme dans l'organisation des élections. C'est aussi bien. Mais notre démocratie gagnerait également avec des élections crédibles, avec des textes et un code électoral qui s'autorégule. Par exemple, moi je suis de ceux qui pensent par exemple que le RDPC ne peut pas aller aux élections en 2020 avec 50 communes déjà de gagner. Une élection est une compétition. C'est la faute. En fait, une élection est une compétition. C'est renvoyer une mauvaise image à ceux qui nous regardent et qui pourraient copier de nous. Parce que normalement, on ne peut pas être au stade et avoir une équipe qui porte la même uniforme. Ce n'est plus un match. C'est on appelle ça une remise en forme. Or, il faut justement, puisqu'on parle de la démocratie repose sur prioritairement les élections, dont la compétition entre plusieurs partis. Alors, docteur Rita, pour finir sur la question de la diaspora, quelle proposition feriez-vous pour une meilleure imprégnation ou alors un meilleur rapport de la diaspora à la vie publique camerounaise, à l'économie camerounaise, à la politique camerounaise également? Que peut la diaspora au regard des défis? Vous avez relevé un certain nombre de freins tout à l'heure, dont vous disiez que c'est le gouvernement ou alors le mécanisme, le système en place qui ne permet pas à la diaspora de mieux s'épanouir. Vous, qu'est-ce qu'il faut davantage faire? First of all, let me say Cameroon remains one of the few nations in the world that fears its diaspora. Cameroon is one of the few nations that is completely excluding the diaspora in the political life of the country. One thing that should be noted about the Cameroonian diaspora is that it is very patriotic. These are people that have a love, an unqualifiable love for their country. Now, what should the government do? The government just simply needs to create an enabling environment for the diaspora to fully feel at home whenever they come to Cameroon. And this should begin with the question of the double nationality. Sometimes it bothers me and many other diasporans if they have to ask for visas to come back to Cameroon. You know, the famous issue with the musician Richard Bona was vowed never to come to Cameroon again if he has to acquire a visa to come to his home country. Now, the government has to understand that the people living out of Cameroon are faced with different realities, especially when it comes to their professional activities. There are laws that also exist in their host countries. There are certain professions to which you will have difficult access if you do not have the nationality of the host country. And so people do this in order to make life easy for themselves and for the families that they left back home in Cameroon. Now you've seen the figures of the contribution of the diaspora in Cameroon in the past year again. It's tremendous. They're doing a great job. Move around the city in Douala, in Kumba, Boya, Yaoundé. Most of the investments you see are from the diaspora. So I am saying, and without mincing words, that they are more patriotic than those living in Cameroon.
because they are not the ones that created the war in the northwest or the southwest. It is the people living here. They are not the ones that have ruined the economy of Cameroon, that have embezzled all state funds. It is the people living in Cameroon. So we of the Cameroon patriotic diaspora have adopted a clear political line with regards to issues in Cameroon. We created this movement as an umbrella organization of many diaspora organizations in Europe, the United States, and in Africa. And within the CPD, you have members of all political parties. Merci. Okay? And what we are trying to do is to create a forum that will enable us to play a more positive role in Cameroon. And that's why one of our, now we are very much interested in the forthcoming elections. And our motto is peace first, elections later. You cannot organize elections in the northwest and the southwest regions given the present condition, and that's why the CPD believes that the government and all political actors in Cameroon need to do everything to ensure that peace returns, in order that we create an enabling environment that will permit the populations of the northwest and southwest to freely choose the people that will represent them in the National Assembly and at the municipal level. Merci. Alors, André Luther Meka, je finis avec vous sur cette question sportive de façon générale, le champ des infrastructures. 2020, ce sera une année, on pourrait dire, pivot pour 2021. Et vous dites, vous êtes serein. Oui, bien avant, je voudrais répondre à M. Pepin Bikaï qui disait qu'il était malsain que le RDPC-PAD déjà avait 50 communes de gagner. Nous allons pas aller forcer l'opposition d'être représentative dans toutes les circonscriptions. Donc, si l'opposition n'a pas pu couvrir le territoire national avec d'autres qui ont fui les élections, nous n'allons pas les forcer, les attacher de force pour pouvoir être représentatifs. Bon, disons que je suis déjà très fier de constater qu'il y a une remarque très appréciable du vice-président de la CAF, M. Oumari, qui disait que les infrastructures du Cameroun font rêver et qu'il a écrasé une larme de joie lorsqu'il a vu les infrastructures du Cameroun. Cela nous reconforte du fait qu'il y a un très grand effort qui a été fait sur les infrastructures, parce que, comme vous pouvez le constater, il y a déjà des stades ultra modernes. Même les stades d'entraînement sont ultra modernes. C'est pas moi qui le dis, c'est le vice-président de la CAF qui dit que même les stades d'entraînement, c'est le gazon naturel. Donc, je pense que ce soit le CHAN, non mais c'est vrai, que ce soit la CAN, nous devons tous en profiter, parce que je ne suis pas économiste, mais je sais que de telles organisations permettent, n'est-ce pas, au tourisme d'être boosté, parce que ce sera la vitrine, le Cameroun sera la vitrine, même, n'est-ce pas, le transport sera boosté, même la petite vendeuse de beignets aura également, n'est-ce pas, quelque chose à pouvoir se mettre sous la dent. Donc pour moi, je crois que le président Biya est en train de donner des acquis inestimables pour le Cameroun, notamment des infrastructures sportives. Merci. Et toutes les constructions que vous pouvez voir dans la ville. Vous voyez, quand vous arrivez à Douala, vous traversez le pont du Vouri, vous avez l'impression que vous êtes sur la Seine. Et là, c'est effectivement des clichés très très important qu'il est important de présenter au Je me suis demandé à quel moment on aura la touche Meka ce soir dans cette émission. Vous savez, les Camerounais n'aiment pas vanter, les réalisations de leur. Et c'est en fin d'émission que Meka nous ramène la scène au large du Vouri. Non, en une seconde. Oui, pour enchérir un peu avec ce que dit André Luther, moi je suis résident pas très loin du chantier de construction du stade de Japon. Et je peux vous assurer que de ce côté-là, ça s'active vraiment véritablement. Merci. Je fais mon footing pratiquement au stade. Et la route qui mène chez moi conduit directement au stade. Et elle est actuellement en chantier. Vivement que le chantier soit en norme. Ben, je ferai le même témoignage. Hein. Je peux confirmer également qu'au niveau du stade de la réunification ici à Douala, tout semble aller pour le mieux. Voilà. Okay. Mesdames et messieurs, mais d'abord à vous, hein, vraiment chers messieurs, vous avez choisi de partager ces dernières heures, ces dernières minutes
de 2019 ici à STV. Quel honneur vous nous faites. Vraiment, docteur Itaïwane, vous qui êtes là pour quelques minutes seulement, quelques semaines au Cameroun. Vous avez choisi notre antenne pour terminer votre année. Vous, évidemment, vous êtes un visage connu de cette émission, mais vraiment, merci pour cette chaleur que vous apportez toujours dans vos analyses. André Lecteur Meka, je ne saurais vous dire également. C'est moi qui remercie STV qui contribue à la démocratie. Et nous ne pouvons qu'appeler les autres télévisions à suivre l'exemple de STV qui prône l'équilibre dans les débats. Merci infiniment. Pépin Bika, à vous également, merci. Non, c'est moi qui vous remercie, surtout le fait de me donner l'opportunité d'être dans ce riche panel. Merci. Je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, que ce soit dans cette émission, à cet hebdo avec Léla Renganze, entretien désormais avec Oriane Donquin, dans nos éditions d'information, les journaux bilingues, à tous ceux qui ont accompagné cette antenne, que ce soit en termes d'information, en termes d'animation, vraiment nos partenaires. Je voudrais dire merci à toutes les équipes techniques. Je voudrais dire un grand merci et tirer un gros chapeau à Erin Gando qui cette année a vraiment conduit de main de maître ces émissions de débat sur cette antenne. Je voudrais vous dire à vous un spécial merci, chers amis téléspectateurs, parce qu'évidemment, sans vous, nous n'avons pas à être là, parce que vous êtes là, que nous essayons de donner le meilleur. Et 2020, on espère faire davantage, on espère vous offrir encore plus d'informations, de l'information crédible, de l'information équilibrée, de l'information juste, pour que le Cameroun se porte mieux. Bonne et heureuse année 2020 à vous et à toutes vos familles, à tous ceux qui vous en chèrent. Bonsoir. Eric, alors viens nous ensemble la parole.